Rebonjour à toutes et à tous. Voilà, nous accueillons maintenant le professeur Jean Hendricks de l'UCL et aussi Itinéra, membre également du Conseil académique des pensions et de la Commission de réforme pension de 2020 à 2040. Voilà, un tout grand merci, professeur, de nous avoir rejoints aujourd'hui ici. Et donc, vous allez sans plus tarder entamer justement votre présentation concernant l'évolution des financements, notamment des pensions. Quel futur nous attend en ce domaine? Voilà, la parole est à vous. Bonne session. Merci de me donner la parole et l'occasion de revenir sur ce dossier qui ne manquera pas de revenir dans l'actualité très prochainement, puisqu'on nous annonce une réforme pour septembre 2021, une réforme structurelle de nos pensions. Donc je me présente rapidement. La raison pour laquelle je suis parmi vous aujourd'hui, c'est que j'ai participé à la commission de réforme des pensions 2020-2040, qui avait remis son rapport en juin 2014 déjà, et présidé donc par notre actuel ministre de la Santé, Frank Vandenbroek. Et j'ai aussi été membre du Conseil académique des pensions qui avait pour charge finalement de suivre le dossier de la réforme des pensions. Alors je vais d'abord commencer par une nouvelle qui circule, je ne sais pas si elle est confirmée, mais que je serai mis à la pension compte tenu du démantèlement probable, ou annoncé en tous les cas dans la presse, du Conseil académique des pensions, auquel je fais partie actuellement et qui, comme je vous viens de le dire, est supposé suivre et accompagner les réformes de notre système de pension. Alors, je me propose de vous faire un exposé qui vous invite à prendre la pilule rouge plutôt que la pilule bleue, en référence donc à ce film Matrix 1999, hein, où vous avez le choix finalement avec la pilule rouge que je vous donne la réalité, la situation réelle en matière de pension aujourd'hui, ou alors la pilule bleue, c'est une pilule qui consiste à vous faire passer une réalité qui n'en est pas une, c'est-à-dire continuer à vivre dans des illusions. Donc, je propose donc d'avoir un discours lié à la réalité. Et la réalité n'est pas toujours rose, mais en même temps, nous avons une obligation en tant qu'académique de communiquer cette réalité pour comprendre en fait la nature du problème et la gravité du problème, si je puis dire. Je sais qu'on a assez de problèmes aujourd'hui, il ne faut pas en rajouter, mais on a quand même un problème structurel dans notre système de pension qui appelle à une réforme structurelle et pas à des réformettes. Alors, le plan de mon exposé, bien, vous retrouverez ici les couleurs de notre drapeau belge. Ça fait référence au fait que notre système de pension est basé sur un contrat social. C'était d'ailleurs le titre du rapport de la commission de réforme des pensions, qui nous lie tous, les générations d'aujourd'hui, mais aussi les générations futures. D'où cette image, en fait, ce symbole du drapeau belge avec 11 millions d'habitants et une seule équipe. Et donc, il n'est pas question en matière de pension de désolidariser en quelque sorte chacun des membres de la population. Nous sommes tous vraiment liés par ce système. Donc, je me concentrerai aujourd'hui sur une discussion concernant les pensions légales exclusivement. Alors, mon exposé sera composé en 3 parties. Le pourquoi, finalement, pourquoi c'est nécessaire de réformer nos systèmes de pension, parce qu'après tout, on pourrait partir du principe qu'on a d'autres priorités, d'autres urgences à régler. Et donc, on pourrait éventuellement se passer de cette réforme. Donc, je vais vous expliquer qu'en fait, on ne pourra pas s'en passer. Et je vous expliquerai les raisons pour lesquelles on ne pourra pas s'en passer et pourquoi cette réforme est nécessaire. Ensuite, se pose la question, quelle réforme, si nous devons réformer, hein, comment réformer ce système de pension, quelle réforme en particulier. Donc, je vous présenterai rapidement ce qui avait été proposé par la commission de réforme de pension, les réformes qui ont été menées par le gouvernement précédent, ce qui s'annonce sous cette législature. Et enfin, je terminerai par un élément très important, en fait, qui est plus que le contenu même de la réforme, c'est sur la méthode de la réforme. Donc le comment réformer, qui me semble aussi être un élément essentiel pour mener à bien une réforme de pension. Et donc cette 3e partie, en fait, plus inspirée de mon expérience en fait, d'accompagnement de la réforme des pensions et des frustrations qui sont liées à cette expérience et au peu de mouvements, en fait, au peu de réformes que l'on peut observer dans notre pays en particulier quand on compare à d'autres pays. Il faut savoir en particulier que les Pays-Bas viennent de réformer l'année dernière, en fait, de manière structurelle et fondamentale, le système de pension légale. Alors, pourquoi c'est nécessaire de réformer et pourquoi on n'y échappera pas, en fait, hein
Donc, la première raison est une raison démographique. Aujourd'hui, on a cette crise sanitaire, on parle finalement de raison, c'est plus la raison épidémiologique qui gouverne notre politique, mais il faut savoir que derrière la politique, il y a un vrai tsunami démographique qui est en train de se passer. Aujourd'hui, on en parle peu, mais il est bien là. Et ce tsunami se traduit par le fait que la population des plus de 65 ans, c'est-à-dire la population éligible à une pension légale, va augmenter de moitié sur les 20 prochaines années. Alors ça met en déséquilibre de manière structurelle le financement même de ce système de pension légale, puisqu'il repose sur des cotisations versées par une population d'actifs constante sur les 20 prochaines années, qui pourrait peut-être même diminuer si on a une véritable crise de l'emploi dans les prochaines années, et qui doivent en quelque sorte supporter, contribuer, financer les pensions des retraités du moment. Et ces retraités du moment, comme je viens de vous le dire, vont augmenter de moitié, 50% en plus, c'est-à-dire qu'on passera grosso modo de 2 millions à 3 millions de pensionnés sur les 20 prochaines années, pour une population active plus ou moins constante. Alors, juste pour que vous visualisiez cela, j'ai pris la cohorte de 2017 qui est partie à la pension. J'ai décomposé cette cohorte en nombre de personnes qui partent à la pension. Dans le régime des salariés purs, nous avions plus de 77 000 personnes parties, qui ont pris leur pension en 2017. Dans le régime des indépendants purs, nous avions 3 862 pensionnés. Dans le régime mixte, salariés et indépendants, nous en avions 23 693. J'attire votre attention ici sur l'importance de ce régime mixte, donc des gens qui, durant leur carrière, ont des épisodes dans leur carrière dans le régime salarié et d'autres épisodes dans leur carrière dans le régime indépendant. Et nous avons aussi des gens dans le secteur public qui combinent une partie de leur carrière dans le régime secteur public, fonctionnaire, et dans le régime mixte, 18 587. Au total, ça nous fait grosso modo, si j'arrondis, 120 000 personnes. 120 000 personnes sont parties à la pension en 2017. Je me dis, bon, 120 000, est-ce beaucoup? Est-ce peu? Ben voilà, ça représente ceci. Ça, c'est le stade Michigan Stadium rempli à plein, craqué, avec 120 000 personnes. C'est la capacité d'accueil de ce stade. Bon, évidemment, cette photo a été prise avant la crise du Covid. Nous n'avons pas un stade de cette ampleur en Belgique, mais ça vous donne une ordre de grandeur. Donc ça, c'est juste la cohorte partie à la pension, donc sur le nouveau pensionné, si vous voulez, de 2017, qui viennent s'ajouter aux pensionnés existants et pour lesquels il faut verser une pension. Si je prends la pension moyenne versée, ça me fait un montant globalement à trouver de 2 milliards supplémentaires pour cette année 2017. 2 milliards supplémentaires. Alors, ce mouvement va continuer et on peut le décomposer de la manière suivante. Donc évidemment, les nouveaux pensionnés remplacent pour partie des pensionnés qui quittent, si je puis dire, le système de pension en décédant. Et il est intéressant de voir l'évolution des effectifs de la population totale de pensionnés en tenant compte des nouveaux entrants et des sortants. Et voici l'évolution sur les 10 dernières années par régime. Donc vous voyez qu'il y a une forte croissance de 40% sur les 10 dernières années, 40% du nombre de pensionnés, le stock ici, le nombre de pensionnés dans le régime, donc du secteur public, pour les fonctionnaires. Nous avons une hausse, une baisse en fait, assez surprenant, dans le régime des indépendants, en carrière pure, de 20%. Donc on a en quelque sorte, dans les effectifs de pensionnés, on a 20% en moins, si vous voulez, d'indépendants qu'il y a 10 ans, en carrière pure. Et vous avez toutes les carrières mixtes entre deux. Alors au total, ça nous fait une hausse du nombre total de pensionnés de 1/4 million, grosso modo, plus d'1/4 million. Donc comme je vous l'ai dit, nous allons avoir sur les 20 prochaines années une hausse de 1 million de pensionnés, un nombre de 1 million de pensionnés supplémentaires, à politique inchangée. Alors, à ce nombre croissant de pensionnés, nous versons des pensions qui sont aussi en hausse, par pensionné. Donc ce que j'appelle la pension moyenne, que je mets sur un indice 100. Et vous voyez que sur les 10 dernières années, la pension moyenne, pour chacun de ces groupes, eh bien, elle a augmenté de 60% chez les salariés. 60% d'augmentation sur 10 ans, ça fait à peu près une hausse de 6% sur base annuelle de la pension moyenne. Vous avez 45% de hausse pour les régimes mixtes et les indépendants, pension moyenne. On a beaucoup revalorisé les pensions des indépendants, notamment sur les 10 dernières années. Et une augmentation de la pension moyenne chez les fonctionnaires de l'ordre de 30%.
Donc dans tous les régimes, vous avez cette inflation, si je puis dire, des pensions moyennes qui vient se combiner avec l'augmentation des effectifs. Donc vous paierez des pensions moyennes plus élevées à un nombre croissant de pensionnés. C'est que quand vous mettez tout ça ensemble, vous coûte sur les 10 dernières années, sur base annuelle, près de 15 milliards supplémentaires. Alors 15 milliards, est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est peu? Ben, si je compare au budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est 11 milliards par an pour financer l'enseignement. Et donc vous avez ici une augmentation, donc, sur une base annuelle, des pensions versées de près de 15 milliards. Alors dans cette augmentation, et c'est pour ça que je fais aussi référence à la pilule rouge, contrairement à l'opinion qui circule, la réalité, c'est que ce n'est pas le vieillissement qui est responsable de cette augmentation des coûts des pensions, comme on appelle généralement les coûts du vieillissement. En fait, ce ne sont pas les coûts du vieillissement, ce sont les coûts d'une augmentation de la pension moyenne, puisque vous voyez ici dans le graphique que 3/4 de ces 15 milliards sont liés à l'augmentation de la pension moyenne. 1/4 seulement est lié à l'augmentation du nombre de pensionnés, ce que j'appelle le vieillissement. Donc, il faut ici remettre un peu la réalité à sa place, au centre du village. Ce qui se passe dans notre régime de pension qui fait gonfler les coûts des pensions, c'est l'augmentation de la pension moyenne. Parmi cette augmentation, il y a évidemment une part d'indexation, mais cette part d'indexation ne représente que 1/4 de cette augmentation. La moitié sont une revalorisation réelle des pensions. Ce gouvernement propose de poursuivre cette revalorisation moyenne des pensions par un rehaussement des minima pensions et par une augmentation des taux de remplacement et un relèvement des plafonds. Donc voilà la première observation. Ensuite, en termes de financement, nous avons un décrochage depuis 2002-2003 en fait. Nous avons un décrochage entre l'évolution des cotisations totales à la sécurité sociale et l'évolution des dépenses de pension. Et ce décrochage se traduit par le fait que les dépenses de pension, depuis 2003, augmentent 2 fois plus vite que nos recettes de cotisation, ce qui se traduit concrètement par le fait qu'il faut combler les déficits par un financement alternatif accru ou par des dotations d'équilibre. Mais il faut savoir que ce gouvernement, normalement cette année-ci, les dotations d'équilibre sont terminées. Et donc, il va falloir aller chercher un financement alternatif accru. Généralement, le financement alternatif se traduit par une utilisation des recettes de TVA. Or, cette année, l'année 2020, les recettes de TVA se sont effondrées suite à la crise du Covid. Et donc, nous allons avoir un très sérieux problème de financement de nos promesses de pension. Deuxième raison pour laquelle il sera nécessaire de réformer nos systèmes de pension, c'est qu'il y a des écarts, des inégalités de pension qui sont de moins en moins acceptées dans la population. Donc si on parle d'harmonisation, les dernières enquêtes nous montrent que 80% de la population belge est favorable à une harmonisation de nos systèmes de pension. Alors pourquoi? Vous pouvez reprendre les départs à la pension pour l'année 2016, cette fois-ci, année de prise de cours de la pension par régime, hommes et femmes. Donc vous constatez d'abord ici que c'est le montant mensuel moyen de la pension de retraite. Chez les fonctionnaires hommes, c'est de l'ordre de 2 677 €. Chez les fonctionnaires femmes, statutaires, entendons-nous bien, ici le régime des fonctionnaires, ce n'est uniquement que les statutaires, qui finalement représentent une minorité, de l'ordre de 40% des personnes employées dans le secteur public. Le reste étant des contractuels qui relèvent du régime salarié, la deuxième ligne de ce tableau. Donc vous avez pour les hommes fonctionnaires statutaires 2 677 €, un petit peu moins pour les femmes, 2 414 €. Donc il n'y a pas de grandes inégalités entre hommes et femmes dans le régime des fonctionnaires statutaires. Par contre, chez les salariés, vous voyez déjà une plus grande inégalité, une pension qui est de l'ordre de 50-60% plus élevée chez les hommes que chez les femmes. Et vous avez surtout que la pension légale dans le régime salarié est de l'ordre de 2 fois moins grande que dans le régime des fonctionnaires. Chez les indépendants, vous avez aussi un écart encore plus marqué entre hommes et femmes, avec des pensions pour les femmes extrêmement faibles. Et puis vous avez les régimes mixtes, fonctionnaires indépendants. C'est en fait là où les hommes accumulent la pension la plus élevée, et vous avez le régime mixte indépendant salarié. Alors, juste pour tout de suite mettre en rapport ceci avec l'argument couramment utilisé, c'est que les pensions des fonctionnaires sont plus élevées, mais qu'ils ne bénéficient pas de la pension complémentaire. Eh bien, sur base du dernier rapport de la Cour des comptes de décembre, non pas 2010, mais décembre 2019, 2020, nous avons que la pension légale, médiane,
traduite en rente mensuelle, est de l'ordre de 1,6% de la pension légale. Donc clairement, cette pension complémentaire ne comble en rien l'écart de pension qui existe aujourd'hui entre un fonctionnaire statutaire et un fonctionnaire contractuel qui relève du régime salarié. Donc ici, cet écart va vraiment poser question dans les années qui viennent. Troisième raison pour laquelle une réforme est nécessaire, ça concerne les inégalités, notamment dans les durées de carrière. Alors, première observation, et c'est aussi la référence à cette pilule rouge, il faut se rendre compte que nous vivons dans un monde qui est différent du monde du siècle passé. Et qu'aujourd'hui, 60 ans, en termes réels, c'est équivalent peut-être à 50 ans, puisque nous vivons 10 années en plus que les générations qui nous ont précédés. Alors je prends pour exemple généralement cette photographie de Marie Curie-Podowska, prise à 60 ans au siècle passé, avec cette photographie de Sharon Stone, prise au même âge, mais durant ce siècle-ci. Alors évidemment, j'ai ajouté la couleur, vous avez ajouté tous les cosmétiques que vous pouvez imaginer, mais vous comprenez que ce que je veux dire ici, c'est que nous vivons avec des activités professionnelles beaucoup moins pénibles. Nous avons une alimentation, une hygiène bien meilleure qu'au siècle précédent. Et grâce à ça, nous avons gagné des années de vie. Nous avons gagné plus de 10 années de vie. Et donc, considérer qu'on est vieux aujourd'hui à 60 ans, c'est un mensonge dans une certaine mesure, puisque l'on a 10 années en plus. Donc, les 60 ans aujourd'hui sont peut-être les 50 ans effectifs. Quand on raisonne comme ceci, on se dit que partir à 60 ans à la pension, c'est peut-être équivalent à partir à un âge réel de 50 ans, ce qui me semble abusif. Alors, regardons un peu en termes de départ avant 65 ans à la pension. Il y a plein de raisons pour lesquelles les gens peuvent partir avant 65 ans. J'ai pris 65 ans parce que c'est l'âge légal de départ à la pension aujourd'hui. Il sera reporté à 66 ans en 2025 et à 67 ans en 2030. Voici une différence qui va du simple au double, en fait, entre la proportion des gens qui partent avant 65 ans à la pension chez les fonctionnaires. Nous en avons plus de 80%. Et le mouvement n'est pas du tout en baisse si je regarde sur les 4 dernières années de prise de cours de pension. Et chez les fonctionnaires, chez les salariés, vous avez une proportion qui est autour de 40% de départ avant 65 ans. Donc, mettez ça en perspective avec la pension moyenne, presque 2 fois plus élevée dans le régime des fonctionnaires statutaires par rapport au régime salarié, et vous vous posez la question de savoir comment on peut encore aujourd'hui légitimer un tel écart entre des gens qui partent plus nombreux avant 65 ans et qui reçoivent une pension plus élevée. Alors les motifs, si je me concentre sur un groupe particulier, donc c'est un peu un hasard qu'aujourd'hui nous avons décidé de fermer les écoles. Je ne veux pas prendre aucun groupe professionnel en grippe, mais les enseignants statutaires représentent quand même la majorité des fonctionnaires statutaires du secteur public. Et donc si je regarde les motifs pour lesquels ils partent à la pension, mais je constate que 83% de ceux-ci partent à la pension de manière anticipée, donc avant 65 ans, 12% pour des raisons maladie, et seuls 5% de ce groupe va jusqu'à 65 ans. Alors j'ai pris ce groupe, ce n'est pas par hasard, c'est parce que, comme vous le savez probablement, nous avons une pénurie assez dramatique en fait, une pénurie d'enseignants. Et donc l'enseignement, vous avez vu que j'ai aussi repris le budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles que j'ai mis en parallèle avec nos dépenses de pension. Nous avons un vrai problème intergénérationnel à résoudre ici, et nous avons la question de la pénurie de nos enseignants. Alors, entre hommes et femmes, est-ce qu'il y a des écarts? Bien oui, ça c'est un peu la surprise, c'est qu'en fait, les femmes sont plus nombreuses à aller jusqu'à 65 ans que les hommes, et ici ça se traduit dans ce graphique par le fait que vous avez près de 50% des hommes qui quittent avant 65 ans, et moins de 35% des femmes qui quittent avant 65 ans. Donc vous avez un écart non négligeable. Alors il y a plein de raisons là derrière, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'observe donc que les hommes sont plus nombreux à partir avant 65 ans que les femmes. Alors la quatrième raison, désolé de faire un peu comme ça une espèce de shopping list des raisons, mais je pense que c'est important quand même de comprendre pourquoi la réforme est nécessaire et devra être réalisée, et que cette réforme devrait être structurelle pour répondre à ces 3 premiers problèmes. Le 4e problème, c'est la complexité. Et c'est un problème assez dramatique parce qu'un système de pension demande l'adhésion de tous. Et pour adhérer à un système de pension, il faut le comprendre. Et le système est tout simplement devenu incompréhensible, en fait.
à tel point qu'on a créé mypension.be pour essayer de donner une estimation du droit de pension et de l'âge d'accès à la pension auquel vous pouvez avoir droit, mais cette information ne peut vous être donnée que durant les dernières années de votre carrière. Donc pour quelqu'un qui est au milieu de sa carrière, il n'a aucun moyen d'estimer ses droits de pension et combien, en quelque sorte, son année de travail écoulée lui a rapporté en termes de droits de pension supplémentaires. Donc ce système est problématique parce qu'en fait, 7 Belges sur 10 ne connaissent tout simplement pas notre système de pension et les 3 piliers. Hein. Probablement vous le connaissez. Donc le premier pilier, la pension légale, celle dont je parle ici, et qui, soyons clairs, représente 80 à 85% des droits de pension. Vous avez la pension complémentaire et vous avez les épargnes pension comme 3e pilier. Mais 7 Belges sur 10 estiment ne pas être suffisamment informés d'un système de pension. Donc nous avons un problème de confiance et de compréhension en fait, dans le système de pension. Alors, quelles réformes pouvons-nous envisager? Eh bien, si je repars de juin 2014, nous avions remis sur la table, juste après les élections, nous ne voulions pas interférer avec les élections, nous avons remis notre rapport, un grand rapport de plus de 700 pages, résumé dans une synthèse de 45 pages, sur le nouveau contrat social, okay, avec ces 2 termes, performant et fiable. Donc, ce rapport a été finalement l'objet d'un consensus unanime, c'est assez rare finalement dans le paysage belge, entre 12 membres de la commission, je ne vais pas dire spécialement des experts, mais 12 membres avec la parité de genre, la parité linguistique, des professeurs d'université, mais des hauts fonctionnaires aussi. Et donc, c'est arrivé à un accord unanime sur la nécessité de réformer le système de pension en faisant des propositions très concrètes. Alors, ce rapport a eu un effet, celui de changer le cadre légal. Nous sommes passés du cadre légal de 5 septembre 2001 qui consistait finalement à constituer un comité d'études du vieillissement et à estimer d'année en année le coût supplémentaire des pensions. Donc de gérer en quelque sorte le financement de cette boule de neige de pension. Alors le 21 mai 2015, sous le gouvernement Michel, à peu près 11 mois après la remise du rapport de la Commission, on a créé un comité national des pensions, un centre d'expertise et un conseil académique des pensions, dont je vous ai annoncé en introduction la possibilité de voir dissoudre. Alors la réforme structurelle, elle avait 3 grandes règles, si vous voulez. Premièrement, pour les 3 régimes, il faut des règles communes. L'harmonisation se passe par ces règles communes. On fonctionnerait par un système d'accumulation de points dans un compte individuel. Le kilométrage serait, je dirais, central par rapport à l'âge de pension, donc il y aurait un déplacement du centre de gravité de l'âge vers le kilométrage, c'est-à-dire les durées de carrière. Et l'introduction de systèmes de pension partielle et pension mixte communes aux 3 régimes, régime des fonctionnaires, régime des salariés et régime des indépendants, avec des règles adaptées pour tenir compte de la pénibilité des métiers, à objectiver, et la dimension familiale. Donc, dans ce rapport figurait notamment la proposition de ce qu'on appelle un pension split, c'est-à-dire une mutualisation des droits de pension au sein, entre conjoints, au sein du ménage, marié ou cohabitant légal. L'accord de gouvernement prévoit de mettre en place cette mutualisation des droits de pension. Et des règles qui soient soutenables avec des mécanismes d'ajustement pour tenir compte des évolutions démographiques, mais pas seulement, aussi des évolutions sur le marché du travail. Nous vivons un choc très important sur le marché du travail avec des possibilités de stagnation pendant quelques années encore et des pertes d'emplois importants. Alors, nous passons d'un système, dans cette proposition, d'un système de carrière mixte tel que celui-ci. Vous pourriez, c'est la réalité d'aujourd'hui, hein, donc les gens bougent d'un métier à l'autre, d'un régime à l'autre. Ils ont des moments dans leur carrière où ils sont salariés, puis suivis des moments indépendants, retour dans le régime salarié éventuellement, et peut-être terminer comme fonctionnaire. Des gens peuvent démarrer leur carrière comme indépendants notamment, et puis terminer magistrat. Donc, à 65 ans, idéalement, on enregistre toutes les données de carrière en vue de la pension, et pour chaque morceau de carrière, hein, c'est le système aujourd'hui, on va calculer des droits de pension au travers de règles différentes dans les différents régimes. Et donc vous avez une espèce d'imbroglio de règles parfois contradictoires, tant de calcul des pensions que de conditions d'accès à la pension, que la Commission se proposait de réformer au travers d'un régime universel commun, hein, de pension à points, où dans chaque régime, vous accumulez finalement des points
okay, des points qui sont proportionnels à votre salaire. Et ces points s'accumulent, ils ont des couleurs éventuellement différentes parce qu'une année de carrière, une année de salaire dans un régime ne rapporte pas les mêmes droits de pension que dans un autre. Comme je vous ai montré, les niveaux de pension étaient différents. Et tout ça est converti en fonction de la valeur du point au moment du départ à la pension en une rente mensuelle qui dépendra donc du nombre de points accumulés dans les différents régimes. Donc, qu'en est-il? Qu'avons-nous fait suite à cette proposition? Eh bien, les réformes récentes se sont axées autour de 3 piliers: l'harmonisation, la durée de carrière et la pension complémentaire. Je ne discuterai pas de la pension complémentaire aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, je souhaite me concentrer sur les pensions légales qui font pour moi partie du gros des pensions et qui ont le plus besoin d'une réforme rapide. Alors, pour ce qui concerne l'harmonisation, qu'avons-nous fait? Eh bien, au niveau de l'harmonisation, nous avons surtout essayé de tenter une harmonisation au service de la pension des fonctionnaires, puisque la pension des fonctionnaires statutaires est basée sur une règle de calcul qui est tout à fait différente de la règle de calcul pour les régimes des salariés et le régime des indépendants. Elle est basée sur une notion de service admissible, donc on calcule en quelque sorte les années soit prestées ou assimilées. On tient compte des bonifications éventuelles de diplôme et on calcule un nombre S qui est le service admissible, le nombre d'années de service admissible. À côté de cela, on calcule un traitement de référence, qui est aussi très différent de ce qui se passe dans le régime des salariés indépendants, puisque c'est un traitement barémique basé sur une moyenne des 10 dernières années et pour les plus de 55 ans, en fait, des 5 dernières années. Et ces traitements de référence sont non plafonnés. On divise le service admissible par ce qu'on appelle les tantièmes préférentiels. À nouveau, c'est une spécificité du régime des fonctionnaires statutaires que l'on multiplie par le traitement de référence. Et ces tantièmes préférentiels, eh bien, la norme, c'est 1/60e. Ça correspondrait en quelque sorte à un calcul des durées de carrière conforme au calcul appliqué dans le régime des salariés ou des indépendants. Mais il y a toute une série d'exceptions, d'où le terme préférentiel. On a 1/55e, 1/50e, 1/48e selon la profession dans le régime des fonctionnaires statutaires. Il y a évidemment un plafond absolu de 75% du traitement de référence pour calculer la pension. Alors, l'intention du gouvernement Michel était de réformer ces tantièmes préférentiels. Ça a fait énormément de bruit, en fait. Et la raison était que ces tantièmes préférentiels ont pour effet de gonfler. Si vous avez, par exemple, un tantième préférentiel de 1/55e, eh bien, une année de carrière est équivalente à 1,09 années de carrière dans le régime du secteur privé, régime salarié. C'est-à-dire que ça compte pour 9% en plus. Si vous avez un régime préférentiel, tantième préférentiel de 1/50e, c'est 20% en plus. C'est-à-dire que c'est comme si un peu 1 kilomètre d'un côté est équivalent à 1 miles de l'autre. Et donc, ça posait quand même un problème en termes d'harmonisation parce qu'on ne mesurait pas le kilométrage avec les mêmes unités selon les professions dans le secteur public. Donc, la proposition a été de supprimer cela, d'harmoniser tout ça. Donc, vous avez ici quelques exemples pour les contractuels, que, comme je vous l'ai dit, sont sur la norme de 1/60e. Donc, une année de travail chez les contractuels est équivalente à une année de travail chez les salariés. Par contre, les enseignants statutaires sont en 1/55e, donc leur année de travail compte pour 9% en plus. Et pour la police, une année de travail compte pour 20% en plus que dans le régime des salariés. Pour les magistrats et académiques, eh bien, c'est 20% aussi en plus. 25% en plus, en fait. Donc 25% en plus, ça veut dire que vous pourriez avoir une carrière complète, qui normalement, la norme est de 45 ans, qui serait à 36 ans de carrière. Alors, l'idée était de supprimer, en quelque sorte, à partir de janvier 2020. Alors, je vous dis tout de suite, cette suppression n'a pas eu lieu. Pourquoi l'intention du gouvernement était d'échanger cette suppression des tantièmes préférentiels, d'utiliser le budget affecté à ces tantièmes préférentiels pour financer les métiers pénibles. Mais évidemment, ça devait être confiné aux fonctionnaires statutaires, puisque ces tantièmes préférentiels ne concernent que les fonctionnaires statutaires. Et donc, grosso modo, nous donnerions la pénibilité des métiers, des bonus pénibilité pour compenser la perte de pension liée à la suppression des tantièmes préférentiels. Nous donnerions des bonus pénibilité aux enseignants et pas aux infirmières.
Et c'était aussi pris en compte pour le calcul l'accès à la pension. Alors, ça n'a pas eu lieu parce qu'en fait, ce dossier a été complètement bloqué, politiquement, mais aussi parce qu'on s'est très vite rendu compte que donner la pénibilité aux enseignants et pas aux infirmières était difficilement objectivable. Donc, sur base d'une étude avec Arnaud Borin, nous avions publié, avant la crise sanitaire, hein, en septembre 2019, ce numéro spécial de regard économique où nous avions calculé les espérances de vie par métier et nous avions déjà obtenu que les infirmières avaient une espérance de vie nettement plus inférieure à celle des enseignants. Et donc, si on devait traduire ça par des coefficients pénibilité, nous aurions dû donner la pénibilité, un bonus pénibilité aux infirmières et moins aux enseignants. Alors, pour les carrières, pas besoin d'être très long puisque c'est ce qui a finalement mobilisé, cristallisé tout le débat public, c'était de passer l'âge de 65 ans à 66 ans en 2025 et à 67 ans en 2030. Alors on a modifié le travail autorisé par les pensionnés, on a supprimé les plafonds pour ceux qui avaient atteint l'âge légal de 65 ans ou une carrière complète de 45 ans. Vous pouvez continuer à travailler. Votre travail ne générera pas de droits de pension supplémentaires, mais ne réduira pas votre pension. Donc vous payez des cotisations sur ce travail, mais vous ne recevez pas de droits de pension supplémentaires, ce qui est aussi un peu une anomalie. Alors par contre, pour ceux qui sont en pension anticipée, eh bien, combiner une pension anticipée avec une activité professionnelle se traduit par une baisse de votre pension sur base d'un taux de 25%. Donc il y a une taxation en fait implicite de 25% sur vos revenus supplémentaires. Donc ça n'encourage pas vraiment les personnes qui partent à la pension de manière anticipée à poursuivre, ne serait-ce qu'à temps partiel, une activité professionnelle. Alors, j'en viens finalement au fond de mon exposé, c'est on n'a pas fait grand-chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle méthode utiliser pour essayer de débloquer ce dossier? Parce que le dossier est aujourd'hui complètement bloqué. Alors, pour débloquer ce dossier, on pourrait réfléchir à revenir à cette logique d'un système universel cohérent de pension pour tous, basé sur le principe des systèmes à points. Je vous rappelle rapidement comment ça fonctionne pour que vous puissiez en quelque sorte visualiser très simplement la mécanique de ce système et sa simplicité. Donc, le calcul de la pension dans ce système se fait sur base de 3 composantes. Vous avez un compte, point, dans lequel vous accumulez des points en fonction de votre activité professionnelle tout au long de votre carrière. Ces points ont de la valeur que vous pouvez convertir en euros et ils sont convertis au moment du départ à la pension en fonction de l'âge à partir duquel vous partez à la pension. Concrètement, si vous anticipez le départ à la pension, bien, il y aura une décote qui s'applique, puisque finalement vous allez profiter de la pension d'une rente pendant plus longtemps. Et si vous postposez votre départ à la pension, vous bénéficiez d'un bonus. Ce gouvernement a annoncé dans son accord de gouvernement de réinstaurer, sa volonté de réinstaurer le bonus pension, donc il serait ce coefficient de conversion âge. Dans le compte point, les points sont calculés au prorata de vos revenus annuels pris en compte. Donc il y a des parties des revenus qui dépassent par exemple un plafond qui ne serait pas pris en compte. On pourrait avoir des revenus minimums aussi qui sont pris en compte. On pourrait aussi avoir des points de solidarité sur base de revenus imputés liés à des épisodes d'interruption de carrière, de chômage ou de garde d'enfants ou de personnes malades. Et tout ça en référence au revenu annuel moyen en vigueur dans votre profession. Et donc, si vous gagnez plus que la moyenne, vous recevez plus qu'un point. Si vous gagnez moins que la moyenne, vous recevez moins qu'un point. Il y a les plafonds d'acquisition, plancher d'acquisition. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais ce qui est important, c'est que les points ont des couleurs différentes selon les régimes. Donc, d'où ma petite urne dans le coin supérieur droit, où vous voyez des couleurs différentes. Rouge si vous êtes dans le régime fonctionnaire statutaire, par exemple. Bleu dans le régime salarié. Des boules de couleur noire si vous êtes dans le régime indépendant. Et des couleurs blanches si vous êtes dans une interruption de carrière ou une période d'inactivité pour laquelle vous recevez des points de solidarité. Donc, par exemple, un membre du ménage qui ferait une interruption de carrière pour s'occuper des enfants, l'éducation des enfants, ou d'une personne d'un proche malade, pourrait bénéficier de ces points de solidarité. Donc, ils sont, comme le terme l'indique, financés par la sécurité sociale et par la solidarité. Tout ça est accumulé dans des comptes points. Ces comptes points sont
ont une valeur, et la valeur des points est calculée chaque année sur base d'un taux de remplacement cible, d'un salaire de référence et d'une durée de carrière de référence. Donc ces points ne sont pas une loterie en fait, hein. Ils ont une règle de calcul très précise. Hein. Le taux de remplacement, si vous fixez un taux de remplacement de 60%, comme c'est le cas aujourd'hui pour les isolés, ou de 75% le taux ménage, mais vous fixez ce taux de remplacement cible. Il y a un salaire de référence qui est utilisé pour indexer en quelque sorte la valeur des points sur l'évolution des salaires. C'est ce qu'on fait déjà partiellement aujourd'hui. C'est l'indexation des pensions sur les droits de pension sur les salaires. Et une durée de référence, aujourd'hui la durée de carrière de référence c'est 45 ans. Donc on divise ça par 45 ans. Et donc ça vous donne la valeur du point. Donc, et vous avez le dernière composante, c'est la conversion âge, qui va simplement introduire un système de décote si vous partez anticipativement à la pension. Anticipativement par rapport à quoi? Anticipativement par rapport à la durée de carrière de référence. Donc c'est là que je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Donc si le début de carrière est à 20 ans et que la durée de carrière de référence N est de 43 ans, votre âge normal de sortie à la pension est de 63 ans. Si vous partez avant cet âge, vous avez une décote. Si vous partez après cet âge, vous avez un bonus. Aussi simple que cela. Alors, illustration, vous partez finalement quand vous voulez à la pension, c'est les départs flexibles. Il y a un âge minimum, évidemment, parce que la pension est quand même réservée à un âge avancé. On ne donne pas des pensions à 40 ans. Donc, il y a un âge minimum qui donne l'accès à la pension. Il y a un âge légal, aujourd'hui, c'est les 65 ans. Vous pouvez partir n'importe quand, sur base de votre âge de début de carrière, à la pension. Si vous avez fait la carrière de référence grand N, par exemple les 43 ans, eh bien vous avez l'âge normal qui sera donc indiqué ici en rouge. Et si vous partez avant, vous avez une décote de l'ordre de 3,6% par an, donc ça c'est une décote actuarielle, pour chaque année d'anticipation par rapport à cet âge normal. Alors j'attire votre attention sur le fait que ce qui est uniforme ici, c'est la durée de carrière. Mais si des gens commencent leur carrière 5 ans plus tôt que d'autres, ils peuvent, sans pénalité actuarielle, partir 5 ans plus tôt, pour autant qu'ils sont dans cette fenêtre de sortie entre l'âge minimum et l'âge légal. Par exemple, l'âge minimum pourrait être 60 ans, l'âge légal 65 ans. Ils pourraient partir dès 60 ans sans aucune pénalité, simplement parce qu'ils ont commencé plus tôt leur carrière. Alors ça offre une possibilité de corriger une grande inégalité sociale aujourd'hui dans notre système de pension, c'est qu'on impose une uniformité d'âge de sortie, alors que tout le monde ne commence pas au même âge. Donc, les gens les moins formés commencent beaucoup plus tôt, parfois à l'âge de 18 ans ou avant 20 ans, et on leur demande de partir finalement au même âge légal, ce qui nous semble être une grande injustice. Donc une des propositions de la Commission dans son contrat social était de corriger cette injustice en imposant plutôt une uniformité de durée de carrière plutôt qu'une uniformité d'âge. Et donc c'est ce concept que c'est le kilométrage, la durée de carrière, qui importe plus que l'âge. Les gens peuvent partir à des âges différents avec une pénalité qui dépend de la longueur de leur carrière et pas de leur âge au moment où ils quittent. Alors, on peut introduire une pension partielle, ce que 80% de la population souhaite. Tous les sondages le montrent aussi. Hein, sur les sondages Solidaris, d'autres sondages ont montré cela, qu'une majorité de l'opinion souhaite, des Belges souhaitent décrocher progressivement. Ça signifie concrètement partir à mi-temps vers 62 ans, disons, pour fixer les idées, et continuer à travailler à mi-temps jusqu'à 27 ans. Eh bien, le système actuel ne permet pas de faire ça. Soyons très clair là-dessus. Et donc, vous pouvez le faire avec un système à points. Vous avez par exemple à 62 ans 44 points qui ont été accumulés dans votre compte. La valeur du point en rente mensuelle, c'est 40 €. C'est juste pour un exemple numérique. Votre âge normal de pension, compte tenu de l'âge de départ de votre carrière à 65 ans, eh bien, c'est votre âge normal de pension. Vous partez avec une pension à mi-temps à 62 ans, eh bien, on va vous imposer un malus de 2 ans d'anticipation sur cette pension à mi-temps. Ce qui vous donne, pour faire simple, la moitié de vos points, vous les liquidez puisque vous partez à mi-temps à la pension, donc ça vous fait 22 points, multiplié par la valeur des points 40 €, avec le coefficient de malus de 0,89, ça vous donne une pension mensuelle partielle de 783 € que vous pouvez cumuler, sans limite, avec votre travail à temps partiel. Alors ce qui est assez intéressant ici, c'est que votre travail à temps partiel, lui, va continuer à générer des droits de pension supplémentaires. Ce que le système
actuel, rappelez-vous, vous pouvez sans limite travailler après 65 ans, mais ce travail ne génère pas de droits de pension supplémentaires. Ici, la poursuite de votre travail à mi-temps, même en termes de pension anticipée, vous permet de générer des droits de pension supplémentaires. Ici, disons que vous travaillez à mi-temps, vous générez 0,6 points par année. Rappelez-vous, les points sont calculés par rapport à un salaire de référence qui peut être un emploi à temps plein, donc vous avez des fractions de points. Pendant 5 ans, vous allez accumuler 5 fois ces 0,6 points, ça vous fait 3 points que vous ajoutez aux 22 points qui vous restaient dans votre compte, que vous n'aviez pas liquidé. Ça vous fait 25 points. Ces 25 points ont pris de la valeur entre vos 62 ans et 67 ans. 5 ans plus tard, ils peuvent avoir pris 10% de leur valeur. Je vous rappelle que la valeur des points est indexée sur les salaires. Si les salaires augmentent de 2% par an, grosso modo, vous avez la valeur de ces points a augmenté de 10%. Et l'âge normal de départ à la pension est à 65 ans. Or, vous partez définitivement à la pension à 67 ans. Donc là, vous avez un bonus qui s'applique sur ces 2 années de report de 8%. Ça vous fait une deuxième pension à 67 ans qui sera de l'ordre de 25 points qui vous restent dans votre compte, multiplié par la valeur des points à 44, gonflé de 8% pour le bonus résultant du fait que vous reportez de 2 ans votre départ. Vous auriez pu partir sans pénalité à 65 ans, vous partez à 67 ans. Vous avez 1 188 €, auquel s'ajoute votre première pension, première moitié de pension, qui elle-même sera indexée au taux de 10%. Voilà. Alors, ça a été bloqué. On me dit, mais pourquoi, professeur Hendricks, vous nous parlez de ce système de pension à points? On en a aussi parlé en France. Il a été bloqué suite au blocage syndical. Et puis, la crise Covid est passée par là et elle est sortie de l'actualité. Donc, la raison du blocage, si je devais résumer en un mot, c'est que cette pension à points, et en particulier la valeur des points, a été traduite par certains groupes syndicaux comme une tombola, une loterie. Alors, ce que je propose de faire en terminant durant les 15 minutes qui me restent l'exposé, c'est de débloquer ce dossier, en vous faisant une proposition assez concrète. Et donc, pour le débloquer, le dossier, il faut d'abord savoir comprendre pourquoi le dossier a été bloqué. Et donc, c'est un petit exercice de réflexion en fait, de nos erreurs, nous-mêmes, membres de conseil académique. Nous avions été naïfs, probablement, sur la méthode de la réforme. Et comme je vous l'ai dit au départ, il est tout aussi important de s'interroger sur comment réformer, quelle méthode utiliser pour réformer, que sur le contenu même de la réforme. On le voit d'ailleurs aujourd'hui avec la manière dont on gère la crise du Covid. Donc la méthode utilisée est très importante, notamment pour obtenir l'adhésion de la population. Si la population n'adhère pas à votre réforme, la réforme sera bloquée. Alors, première règle de la cohérence. En fait, ça doit faire écho à tout le monde. Aujourd'hui, la gestion de la crise Covid manque clairement de cohérence. Et donc, de la même manière, la manière dont on a géré la réforme et le dossier des pensions manque fondamentalement de cohérence. On a proposé des demi-solutions, et ces demi-solutions n'ont fait qu'aggraver le problème. Ce que j'appelle les demi-solutions sont un problème au carré. Au lieu de réfléchir à une solution plus structurelle, on a simplement on a colmaté, si vous voulez, des brèches en essayant de respecter les intérêts des uns et des autres, sans vraiment essayer de repenser la structure même du problème pour répondre, de nos pensions, pour répondre aux problèmes auxquels nos pensions sont soumises. Rappelez-vous les 4 problèmes que je vous ai donnés en début d'exposé. Donc, de la cohérence. Le mot cohérence revient partout dans le rapport de la commission de pension. Aujourd'hui, on parle par exemple d'une pension minimum à 1 500 €. Vous devez savoir que nous avons 7 régimes différents de pension minimum. Et la commission de réforme des pensions avait déjà proposé, avant de modifier le montant de calcul de la pension minimum, de rationaliser ce système de pension minimum et d'aller vers un système unique de pension minimum. Aujourd'hui, on est sur le chiffre symbolique des 1 500, mais en fin de compte, les gens se rendent très vite compte que derrière ces 1 500 se cache une très grande diversité de situations et que tout le monde ne va pas recevoir les 1 500 € nets, même au terme de cette législature. Alors, deuxième règle, c'est la rationalisation. Nous ne devons pas opposer rationalisation et rationnement. En fait, la réforme a été bloquée dès lors que l'on a considéré que le système à points pouvait servir de variable d'ajustement budgétaire, pour utiliser des termes un peu grossiers qui ont été utilisés, en faisant varier la valeur du point. Si un déficit se présente dans les comptes de l'État, eh bien on peut l'éponger en baissant la valeur des points et donc en baissant la valeur des pensions. On peut très bien
donner des garanties en matière de valeur de pension, qu'elles ne baisseront pas, mais on doit surtout scinder la question du financement des pensions, qui est une question fondamentale qui va se poser de la répartition de la charge démographique aujourd'hui entre générations. Comment allons-nous financer ces pensions supplémentaires aujourd'hui? Quels sont les mécanismes que l'on voit? C'est une question politique qui concerne des politiques et qui en fait concerne toutes les générations et toute la société. Donc c'est un vrai débat public qui doit avoir lieu. Mais ça, on peut le séparer d'une question plus technique, si je puis dire. Comment simplifier et rationner notre système de pension? Rationaliser, pardon, notre système de pension. Vous voyez, j'utilise même ce lapsus. Les deux sont clairement différents. Donc rationaliser, c'est ce que je vais vous montrer comment on peut faire. La troisième règle, c'est aussi une des intentions de la Commission. Arrêtons de nous cristalliser sur la question de l'âge qui bloque et déplacer les âges de pension avec des âges uniformes pour tous. Nous ne sommes pas tous égaux. Arrivé à 60-65 ans, nous sommes dans des santé physiques et mentales tout à fait différentes. Nous exerçons des métiers tout à fait différents. Donc nous devons accepter une différenciation dans les âges de départ à la pension. Par contre, nous devons faire en sorte de travailler plus longtemps. En tout cas, ceux qui le peuvent doivent travailler plus longtemps pour, quelque part, permettre à ceux qui ne le peuvent pas de partir plus tôt. Et donc ça, c'est la vraie solidarité, c'est sur les durées de carrière, en fonction notamment du dossier qui me semble essentiel, le dossier de la pénibilité. Vous ne pouvez pas demander à tout le monde de travailler plus longtemps sans différencier cela en fonction de réalités objectives dans les durées de carrière, dans les métiers. 4, les garanties. Vous devez avoir un système qui est une sécurité sociale. C'est le nom même, qui a été inventé depuis en 1945, donc à la sortie de la guerre, 75 ans d'existence, ça doit offrir des garanties. Aujourd'hui, les gens veulent des garanties. Plus que jamais, le monde est incertain. La situation professionnelle est précaire et incertaine pour beaucoup d'entre nous. Et donc, ça ne doit pas être un système de loterie, ce n'est pas un casino, les pensions. Donc, vous devez avoir cette quatrième règle d'offrir des garanties. Alors, voici une proposition très concrète qui fait suite, qui est une alternative au système de pension à points, qui a été élaborée par le professeur De Volder et moi-même, publié dans un article de la revue Pyramide, et qui propose un système concret de compte universel pension qui ressemble finalement beaucoup à notre système d'épargne pension que nous connaissons tous. Nous accumulons des droits de pension en fonction de notre activité professionnelle d'année en année, ce qui vient s'ajouter sur la pension accumulée jusqu'aux années précédentes, c'est le taux d'acquisition que multiplie le salaire de l'année en cours. Donc si vous êtes en 2020, votre pension de 2020 est basée sur votre pension de 2019, vos droits de pension de 2019, accumulés jusqu'en 2019, que vous revalorisez à un taux qu'on appelle le taux de revalorisation. Et vous venez ajouter ça, des nouveaux droits de pension pour l'année 2020, que l'on calcule comment? Eh bien, c'est un taux d'acquisition, c'est-à-dire une fraction de votre salaire de 2020 ou votre traitement de 2020 si vous êtes fonctionnaire, ou vos bénéfices professionnels si vous êtes indépendant de 2020, multiplié par ce taux d'acquisition, ça vous détermine vos droits de pension en 2020. Et vous poursuivez. Si vous partez à la pension 2020, voilà ce que sera votre pension en 2020. Alors, comment ça marche très concrètement? On ne va pas tourner autour du pot. Votre pension à l'année T correspond à votre pension de l'année T-1, revalorisée conformément au taux de revalorisation, auquel s'ajoutent vos nouveaux droits de pension de l'année T. Les nouveaux droits, c'est quoi? C'est le taux d'acquisition multiplié par votre salaire de l'année T. Taux d'acquisition, c'est une fraction. Okay? Donc ce taux d'acquisition, pour faire visualiser très clairement, ça pourrait être le taux de remplacement, 60% pour un isolé, divisé par la durée de carrière de référence, 45 ans, ça vous donne ce taux d'acquisition, c'est-à-dire la fraction du salaire de l'année T qui va donner droit à une pension supplémentaire par rapport à la pension déjà accumulée sur votre carrière passée. Le taux d'acquisition, comme je dis, donc c'est le taux de remplacement divisé par la durée de carrière. Alors, soyons clairs et prenons un exemple concret. Claire travaille dans le régime, un régime salarié, indépendant ou fonctionnaire en 2019. Elle a, à 25 ans, dans sa carrière, un salaire annuel de 25 000 €. Son taux de remplacement cible, considérons 60%. Elle est isolée. Durée de carrière de référence à ce moment-là, 43 ans. Donc le taux d'acquisition en 2019, c'est
ce taux de remplacement divisé par la durée de carrière de 43 ans, soit 1,40% de son salaire de 2019, va servir à constituer ses nouveaux droits de pension pour l'année 2019. Concrètement, compte pension 2019, 1,40% de 25 000, soit 350 €. C'est ses premiers droits de pension qu'elle a accumulés sur son compte. Évidemment, Claire, en 2020, poursuit son activité. On maintient le taux de remplacement cible à 60%, mais la durée de carrière de référence, la politique décide, est augmentée à 44 ans. Le taux d'acquisition à ce moment-là, en 2020, passe de 1,40% à 1,36%, puisque la durée de carrière de référence a augmenté d'1 an. Le taux de revalorisation, fixons-le à 1%, revalorisation des droits de pension, pour suivre l'indexation des prix, et le nouveau salaire de Claire est à la hausse, 26 500 €. L'année précédente, il était à 25 000 €. Eh bien, en 2020, Claire aura une pension qui est égale à 350 €, revalorisée à concurrence de 1%, auquel s'ajoutent ses nouveaux droits de pension, proportionnels à son salaire de 26 500 €, à un taux d'acquisition de 1,36%. Soit, après 2 années d'activité, 713,9 € de pension en 2020. Et Claire peut ainsi poursuivre sa carrière jusqu'à l'âge de la retraite. Une fois qu'elle part à la retraite, son compte est liquidé et on obtient sa pension en convertissant finalement le montant qui est sur le compte par le coefficient de conversion dont je vous ai déjà touché un mot précédemment, qui dépend en fait de savoir si vous anticipez ou non votre départ à la pension par rapport à la durée de carrière de référence. Si vous avez fait la durée de carrière de référence, il n'y aura aucune pénalité. Si vous faites plus que la carrière de référence, bien évidemment, vous avez des droits de pension supplémentaires et en plus, vous avez un coefficient, un bonus pension qui vient s'ajouter à cela et qui donc encourage les gens à poursuivre plus loin. Vous n'êtes pas obligé de tout liquider. Donc Claire n'est pas obligée de liquider totalement son compte pension. Lorsqu'elle part, en fait, elle peut souhaiter partir de manière progressive à la pension et prendre une pension à temps partiel avec des nouveaux droits de pension. Après l'âge de la retraite, les pensions en cours de paiement sont adaptées chaque année en fonction du même taux de revalorisation que celui s'appliquant sur les comptes pension. Donc sa pension en T sera égale à sa pension de l'année précédente, revalorisée à un taux donné. Alors, où sont les garanties, monsieur, dans votre système? Eh bien, les garanties sont basées sur un concept assez clair, ce qu'on appelle la standstill option, c'est-à-dire les droits passés sont garantis. Hein? C'est une clause de non-diminution de l'encours de pension dans le compte individuel pension. On ne peut pas réduire vos droits de pension dans votre compte personnel de pension. Et ça se traduit très simplement par la contrainte que le taux de revalorisation auquel vous multipliez les droits passés ne peut jamais être inférieur à 1. C'est donc équivalent à un rendement garanti positif sur vos droits passés de pension. Évidemment, vos droits futurs de pension dépendent de votre carrière, de l'évolution des salaires et de l'évolution éventuelle de la durée de carrière de référence. Si l'on impose un allongement des carrières, le taux d'acquisition devra être revu à la baisse, c'est-à-dire la part de vos futurs salaires qui serviront à calculer vos nouveaux droits de pension. Donc j'insiste sur le fait qu'on peut ici très clairement scinder les droits passés des droits futurs. Et on peut geler en quelque sorte les droits passés sans les remettre en cause. Ceci offre la garantie requise. Pour les droits futurs, nous ne savons pas ce que sera le monde de demain. Et donc des exigences de financement peuvent s'imposer et exiger qu'on rallonge les durées de carrière ou autres exigences, et donc que l'on tienne compte de cette difficulté que nous allons rencontrer d'équilibrer le budget de notre sécurité sociale. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère ne pas avoir été trop long et je suis ravi de pouvoir répondre à vos questions. Merci beaucoup, professeur, pour cette intervention. On a reçu plusieurs